Bonjour et bienvenue sur Sciences Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve avec Frédéric Puel, maître de conférence à l'Université de Reims. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours universitaire et en tant que chercheur? Donc, bonjour Jérémy. Donc voilà, avant d'être universitaire, j'étais ingénieur méca. Pas pendant longtemps, j'ai bossé pendant 2 ans comme ça, et puis j'ai voulu faire de la biomécanique. Alors j'ai repris les études, et c'est là où j'ai pour la première fois mis les pieds à l'université. C'était pour un premier master 2 ingénierie ergonomie du mouvement humain. Ça collait bien à ce que je voulais faire, et puis j'ai fait un deuxième master 2 biomécanique du mouvement humain, un master plus orienté recherche. À l'époque, il y avait un peu une différence entre les masters pro et les masters recherche. Et puis ça m'a amené à commencer une thèse en bioméca, et pour laquelle j'ai bossé avec la Fédé de natation. Voilà, j'ai continué un peu comme ça, un peu des recherches à la Fédé de natation, et puis j'ai pris un poste d'ATER, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et là, j'ai, on va dire, vraiment intégré l'université, puisque j'ai pour la première fois commencé à donner des cours à la fac et je pouvais continuer mes activités de recherche. J'ai fait ça pendant 2 ans sur Rouen. Et ce métier-là d'enseignant-chercheur m'a plu. Et j'ai postulé et j'ai eu la chance d'avoir un poste à Reims. Je suis là depuis maintenant septembre 2014. Et voilà, donc je suis universitaire ici et j'ai arrêté un peu de travailler sur la natation ici. Voilà, on était sur d'autres thématiques, notamment à l'université, et ça m'intéressait de travailler notamment sur le vélo et sur la course à pied. Et voilà un peu pour mon parcours universitaire jusqu'à aujourd'hui. Un beau parcours universitaire. Donc, tu as réalisé une thèse en natation, donc l'évaluation du déplacement du nageur. On sait à tel point que c'est difficile d'évaluer ce déplacement, de faire des mesures, parce que le nageur, il est dans deux milieux distincts en même temps. C'est-à-dire, il est pas totalement dans l'eau, mais pas totalement dans l'air. Est-ce que tu pourrais nous parler des outils qui se développent encore aujourd'hui, ou peut-être des outils que tu aurais utilisés pendant ta thèse qui permettraient justement de faire des mesures sur des nageurs? Ah ouais, tout à fait, mais tu as tout à fait raison. Effectivement, pour s'intéresser au déplacement du nageur, eh ben, on est un peu embêté parce qu'il est à la fois dans l'eau et à la fois dans l'air. Et ça, c'était en fait un point qui m'intéressait. Alors moi, j'étais nageur, j'étais natation, ça me plaisait beaucoup. C'est mon sport, mais le côté défi technique, en tous les cas, de pouvoir faire des mesures correctes pour le nageur, était déjà quelque chose qui m'intéressait. Et pour ma thèse, alors on s'est concentré en fait sur les problématiques principales des nageurs, parce qu'en fait on s'était aperçu que ce qui manquait aux nageurs français pour monter sur les podiums olympiques, c'était pas grand-chose. Et notamment, peut-être qu'on était un peu moins bon sur les phases non nagées, donc le départ et le virage. Donc on a voulu travailler là-dessus. Et alors pour les phases de départ, là on est bien à l'extérieur, en tous les cas dans la première partie. Par contre, après, on est totalement immergé. Et puis pour les phases de virage, eh bien, on est surtout sous l'eau, mais effectivement, il se passe quelques trucs à l'extérieur. Quand j'ai voulu travailler sur les virages, on a regardé ce qui se passait sous l'eau et on a utilisé deux types d'outils. Un pour nous permettre de mieux voir, donc c'était tout simplement des caméras. Sauf qu'au lieu d'utiliser un point de vue, on en a utilisé plusieurs. On avait jusqu'à 15 caméras qui étaient sous l'eau et qui filmaient ce qui se passait lors du demi-tour, lors du virage. Et à partir de toutes ces caméras, l'idée c'était de reconstruire le mouvement du nageur en 3 dimensions. Et une fois qu'on a le mouvement en 3 dimensions, on a toutes les caractéristiques de son mouvement, on connaît les positions de chaque point à chaque instant, et on peut déterminer quelle est sa cinématique, on appelle ça la cinématique, sa cinématique au virage, et notamment essayer de voir qu'est-ce qui fait que son virage est plus performant que celui d'un autre. Donc ça, c'était l'utilisation de caméras. Mais il y a quelque chose primordial au virage, c'est la poussée qu'il y a au mur. Et il y avait déjà des études antérieures qui s'étaient intéressées à la façon de pousser des nageurs, puisqu'on sait que sur les autres APS, les autres sports, notamment les sports aériens, tous les appuis sont primordiaux. Et là, en natation, mais c'est le seul moment où on a des appuis solides. Donc, on essaye d'en bénéficier, que ce soit au départ, au virage, au départ sur le plot de départ et au virage sur le mur. Et on a utilisé aussi une plateforme de force qu'on a mis dans l'eau, qui était donc immergée,
qui a enregistré les appuis lors du virage. Et on a pu observer pas mal de choses là-dessus, notamment chez les nageuses. On voyait des différences entre les meilleures nageuses olympiques et d'autres nageuses olympiques, mais qui étaient moins performantes au virage, notamment dans ce qu'elles faisaient grâce à cette mesure des appuis sur le mur. Alors ça, c'est un outil beaucoup plus cher déjà, un peu plus complexe à mettre en œuvre, hein, puisqu'installer une plateforme de force, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Et l'installer sur un mur de piscine, c'est pas toujours évident, notamment quand on doit l'installer sur plusieurs murs de piscine. Mais voilà, ça c'est un outil typique de la recherche universitaire. On peut se permettre sur de gros projets de faire ça dans le labo. C'est peut-être un petit peu plus compliqué dans la vie de tous les jours, c'est certain. Et les caméras, après, c'est un outil quelque part beaucoup plus grand public. Ces deux types d'outils-là ont été les outils essentiels que j'ai utilisés pendant ma thèse. Et suite à ma thèse, en fait, et notamment grâce au service recherche de la Fédé de natation, qui travaillait déjà sur d'autres outils, notamment qui nous permettraient de connaître, de déterminer la vitesse du nageur. Et là, pour ça, ils sont partis sur des systèmes de centrale inertiale. Alors, on entend beaucoup parler de ces outils-là aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2000, ça va faire vieux, en 2007, effectivement, quand j'ai intégré la Fédé bossait déjà dessus et c'était quelque chose d'assez novateur, en tous les cas, dans le domaine du sport. En plein développement, quoi. Il y a encore des Ah, outils. complètement, c'était en plein développement et on a sorti un premier prototype qu'on a pu utiliser et qui donnait beaucoup d'informations intéressantes. Alors, on n'en était pas finalement à obtenir la vitesse instantanée de déplacement du nageur. Ça, on a mis du temps à savoir le faire et on est d'ailleurs passé par d'autres solutions pour y arriver. Mais notamment, grâce à cet outil-là, on voyait beaucoup de choses très intéressantes. Notamment, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était dans la propulsion, la part des jambes, de la part des bras. Avec un seul outil, on pouvait voir un peu ce qui se passait, voilà, au niveau du bassin. On voyait un peu la contribution de chaque membre du corps. Et puis on voyait s'enregistrer les signatures, les patterns de mouvement de chacun des nageurs, alors que ce soit les disciplines, mais chaque nageur finalement avait vraiment sa propre signature. Ça, c'était des choses assez intéressantes aussi, notamment pour essayer de comprendre en quoi le fait de nager déséquilibré quelque part, de nager avec plein de mouvements qu'on pourrait imaginer comme étant des mouvements parasites, et comment finalement ils pouvaient participer à la performance de ces mouvements-là. Voilà, donc ça c'était un outil qui est toujours utilisé, qui a été développé aussi d'autres façons et par d'autres personnes, qui est un outil assez actuel en tous les cas pour suivre les déplacements des sportifs. Ok, donc l'objectif de ces outils, c'est d'évaluer des paramètres de nage et en se disant, ok, aujourd'hui mon nageur, pour ce critère, il est à ce niveau-là, on va mettre en place des exercices pour qu'à la suite de cela, on puisse améliorer sa nage et donc améliorer sa performance, non? Ouais, un peu, tout à fait. C'est-à-dire que grâce à ça, on arrive à quantifier certaines caractéristiques de son mouvement et on peut s'apercevoir qu'entre ce nageur et un autre, il y a des différences de performance et il y a aussi des différences sur ces caractéristiques-là. Donc, on se demande si les différences de perf ne sont pas dues à ces caractéristiques-là. Et ça permet d'aller sur des exercices, notamment le rôle de l'entraîneur, trouver les exercices qui permettent d'essayer de faire évoluer les valeurs de ces caractéristiques-là. Ça peut être des caractéristiques qu'on connaît tous, qu'on retrouve dans beaucoup de sports, mais par exemple comme l'amplitude ou la fréquence de nage. Et ça, c'est des caractères très classiques, mais ça peut être d'autres caractères. Donc, par exemple, l'importance du lacet, l'importance du roulis, la dissociation des épaules et des hanches, voilà. La résistance de forme aussi, ça peut être intéressant pour évaluer la position horizontale du nageur. Exactement. Exactement. Et là, d'ailleurs, ça nous a permis à cette époque de vraiment s'interroger sur est-ce que le fait d'être le plus horizontal possible était une bonne idée ou est-ce que justement le fait de jouer sur ces mouvements-là, je vous parlais tout à l'heure de mouvements parasites, on parle des déséquilibres, ont pas un effet dans la performance. Il y a autre chose, j'ai parlé de la fréquence de nage.
Et souvent, notamment en course à pied ou sur des épreuves un peu longues, on essaye de courir à l'allure, on essaye de maintenir une allure, on essaye de reproduire un cycle, voilà, le cycle qui nous est qui est le plus efficient, de le reproduire. Et en fait, on s'aperçoit que les nageurs, en tous les cas, chez les nageurs qui savent être performants dans différentes modalités de nage, avec des fréquences et des amplitudes différentes, et qui savent toutes les utiliser sur une épreuve, ça leur permet d'être plus performants sur l'épreuve. Et c'est ce qu'on cherche toujours au final. Donc, la variabilité n'est pas qu'un témoin finalement d'inefficacité. Au contraire, elle peut montrer que le nageur sait faire plein de choses, le nageur, et il va choisir le mode qui va être le plus adapté à la situation. Et la situation, souvent, lorsque une épreuve, on est sur une habilité fermée, hein, on n'est pas trop embêté par les concurrents, par exemple, mais on a, par exemple, la fatigue qui s'installe au cours de l'épreuve, ainsi de suite. Et avec cette fatigue-là, on va venir avoir un comportement, se déplacer, bouger différemment. Et si on trouve une autre solution qui soit toujours très efficace, eh bien, on va continuer d'être performant et gagner l'épreuve, hein, qu'on cherche en tous les cas en natation de compétition. Ok, dernière petite question. Quel conseil tu donnerais à des petites structures, des petits clubs et donc à des coachs pour pouvoir mesurer, quantifier la nage de leur athlète parce que tu as parlé de plateformes de force qui sont relativement coûteuses et du coup j'imagine qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus abordables qui permettent également de faire des mesures plutôt propres. Oui, ouais, il y a plein de choses à faire. En natation, on parlait tout à l'heure des deux milieux. On parlait donc du milieu aérien, qui est finalement le milieu du coach. Il est au sec, au bord du bassin. Il se mouille un petit peu, mais en tous les cas, le souci, c'est qu'il voit difficilement ce qui se passe sous l'eau. Il a l'habitude de regarder ce qui peut se passer sous l'eau, mais il le voit quand même pas très bien. Et là, en s'aidant d'une caméra qui placerait sous l'eau, qui déplacerait avec lui, pourquoi pas, avec laquelle il pourrait suivre le nageur, en bricolant un petit peu, bien sûr, mais ça va lui permettre d'avoir des points de vue différents et de bien voir certaines choses qui vont lui permettre de mieux conseiller le nageur. Ça va permettre aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ça va permettre au nageur de se voir. Parce que le nageur, en fait, il a en lui une idée de quelle est la bonne façon de nager. Pour autant, il ne sait pas vraiment comment il nage, parce qu'il ne se voit pas. Un nageur a vraiment très peu l'habitude de se voir. Et par contre, il a l'habitude de voir des nageurs, puisque sous l'eau, lui, il voit d'autres nageurs, mais il ne se voit pas lui-même. Montrer une vidéo d'un nageur, un groupe de nageurs, le dernier à savoir qui est en train de passer, c'est celui qui est en train de nager, c'est celui qui est sur la vidéo. C'est le dernier à se reconnaître, puisque tous les autres ont l'habitude de le voir, lui, il ne s'est jamais vu. Et voilà. Et donc, ça permettra à la vidéo, en la reproposant notamment avec le nageur, de lui faire lui-même se rendre compte de ces peut-être défauts techniques. On peut parler de défauts, mais c'est pas toujours des défauts, mais en tous les cas, voilà. Ah oui, parce qu'effectivement, ça c'est quand on peut utiliser la vidéo pour aller sur l'aspect technique. Pas que la technique qui fait nager vite. L'entraînement, on va dire l'entraînement physique a bien sûr sa part dans la performance. Et la technique est quelque chose de primordial. Donc là, la vidéo, c'est déjà quelque chose de bel outil pour le coach. Il peut y avoir d'autres aides pour le coach, notamment des aides au chronométrage, et puis d'autres aides un peu à la quantification, notamment quand on a besoin, quand il aurait besoin, lui, de savoir, ou le nageur lui-même de savoir des informations quant à son amplitude de mouvement ou sa fréquence de mouvement. Et là, il y a des outils qui sont des dérivés un peu des centrales inertielles dont le prototype dont je vous parlais, qui peut avoir une dizaine d'années, mais qui peuvent être intégrés dans des montres pour les nageurs et qui peuvent les renseigner quant à leur mouvement. Alors, un nageur de natation sportive ne nage pas avec sa montre, en tous les cas, j'en connais pas, mais les triathlètes ont l'habitude de nager avec une montre. Et pour eux, notamment, voilà, il peut y avoir quelques outils intégrés à une montre qui leur permettraient d'avoir quelques caractéristiques sur leur nage qui sont pas du tout inintéressants. Bon, bah, je te remercie pour toutes ces réponses et toutes ces informations très intéressantes et pertinentes. De rien, c'est un plaisir de discuter natation notamment. Peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser dans un nouveau podcast sur un nouveau thème. Avec plaisir. Au revoir, Jérémy. Au revoir.
Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Allez, salut et entraînez-vous.